Alors, on va passer du numérique dans son ensemble et on va plonger dans le cœur du sujet, le numérique culturel. Alors, tout au long de la journée, on va vous montrer des petites vidéos glanées sur Internet qui traitent de la culture de manière originale. Et on va en regarder une première tout de suite. Et ensuite, je vous présenterai les résultats de l'étude annuelle du CLIC. On va regarder cette petite vidéo qui dure quelques secondes. Il y a du son normalement. Normalement. Alors je pourrais chanter, mais je n'ai peur que... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la diffuser maintenant. On la diffusera quand il y aura du son, parce que la bande son est particulièrement réussie. Vous pouvez l'imaginer. Ok. Alors, je vais vous présenter. Je vais vous présenter rapidement cette étude, puisque vous la retrouverez in extenso sur le site tout à l'heure, enfin dans l'après-midi ou demain. Donc, comme je vous le disais, c'est une étude que l'on réalise tous les ans. Donc, c'est la troisième année. On la réalise avec les étudiants de l'EAC. C'est Marine Baudry, cette année, qui a été capitaine de l'équipe de l'EAC pour faire l'étude. Et on interroge 150 musées et lieux culturels qui représentent la science, le patrimoine et l'histoire. L'échantillon est à peu près stable. On a rajouté une dizaine de lieux cette année, on en a retiré autant. Et cette année, on a mis en forme à la DataWiz, grâce au soutien de nos amis de Busaka qui sont membres associés du CLIC. Donc je vais vous présenter l'essentiel de ces résultats. Alors, une précaution d'emploi, c'est une étude sur l'équipement. En aucune manière, c'est une étude sur le comportement et les usages. Sachant que cette dimension des comportements et des usages est vraiment quelque chose qui aujourd'hui fait carence dans le monde culturel. On a vraiment un besoin aujourd'hui pressant de mieux connaître l'impact des nouvelles technologies sur les visiteurs, à la fois pour préparer une visite, pour susciter une visite, ou pour accompagner une visite, mais c'est encore une fois pas l'objet de cette étude. Alors, on va passer rapidement. Donc, je vous disais, les 150 lieux sont choisis parmi les différentes sphères de la culture et de l'art. Alors, les dispositifs in situ, on commence par les bornes interactives. Donc, aujourd'hui, 38% des lieux culturels étudiés ont un système de bornes interactives à l'intérieur de leur musée ou de leur lieu culturel. Les tables multitouches, phénomène relativement nouveau et qui démarre relativement rapidement, puisqu'il y a déjà 21% des lieux étudiés qui proposent des tables multitouches ou des bornes interactives, mais sachant que c'est de plus en plus des tables multitouches. Alors, la RFID, phénomène encore plus nouveau, pas en règle générale, mais dans les lieux culturels. 12 lieux sur les 150 étudiés proposent des dispositifs RFID. Les QR codes, un peu plus, puisqu'on a déjà 21 lieux qui proposent des QR codes. On y reviendra au cours de la journée. Alors, les audioguides, évidemment, outils traditionnels parmi les outils traditionnels. Donc, on est maintenant à 75% des lieux interrogés qui sont équipés d'audioguides. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait croire qu'il n'y a pas de progression des équipements audioguides, et en fait, si, malgré les nouveaux outils numériques, le déploiement des audioguides se poursuit dans les lieux culturels ou les lieux scientifiques français. Alors, question intéressante sur la manière dont ces audioguides sont packagés. 34, alors je vais essayer de ne pas me tromper dans les chiffres, 30% des audioguides ont leur prix, sont inclus dans le ticket d'entrée. 34% en orange proposent l'audioguide gratuit et 36% en vert proposent des audioguides avec le paiement d'un montant supplémentaire. Alors, on passe de l'audioguide au vidéoguide, qui est une des tendances de ces dernières années.
33% des lieux équipés en audio guide proposent des vidéos guides. Alors quand on dit vidéo guide, c'est soit ajout de la vidéo, soit ajout d'une carte interactive. En gros, on ajoute l'image, quelle qu'elle soit, au son. Autre tendance intéressante, c'est la dématérialisation, donc le passage de ces audio guides également en diffusion en ligne. Donc on est à 25% des lieux étudiés qui proposent dorénavant tout ou partie de leurs audio guides, leur contenu audio guide, téléchargeable en ligne. Les sites internet, alors de manière étonnante, 100% des lieux culturels n'ont pas de site internet. Alors cela s'explique en grande partie par les sites qui sont gérés par des collectivités territoriales et qui sont encore, partie prenante de la plateforme de la collectivité territoriale ou du site de la collectivité territoriale, sachant que même dans ces cas-là, on assiste à une autonomisation de ces sites, de ces musées de villes, de départements ou de régions qui acquièrent leur autonomie avec leur adresse propre. Donc la courbe devrait augmenter dans les années qui viennent. C'est l'exemple par exemple de Paris qui maintenant crée des sites autonomes pour ces musées. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les sites internet ? Je ne vais pas passer en revue tout le tableau. Ce qui est intéressant, c'est, on va dire, les lignes fortes en termes de tendance. C'est l'augmentation des visites virtuelles, plus 8 points entre 2011 et 2012. La 3D, qui est un phénomène, alors peut-être en voie d'épuisement, de saturation, puisque la proportion des sites internet qui proposent de la 3D est même en diminution. Alors peut-être aussi en partie à cause des coûts de cette 3D. Et les collections en ligne qui poursuivent leur progression d'année en année. Alors, quel type de services proposés sur les sites internet ? Encore une fois, deux points importants. Les services destinés aux personnes LSF, donc avec une forte progression cette année. Alors il faut savoir que je crois 2013, c'est l'année où les lieux culturels devront se mettre en conformité avec une loi ou un règlement. Donc il y a un phénomène d'accélération. Et phénomène intéressant, la progression relativement importante des sites internet qui proposent des newsletters. Oui, parce que des sites internet jusqu'à maintenant ne proposaient pas de newsletter, qui est pourtant un peu le service, on va dire, de base. Le multilinguisme, alors là encore, impact de la législation, de plus en plus de sites qui proposent plus de 3 langues, alors toujours à cause de la loi sur le multilinguisme, et progression également des sites qui proposent 2 langues. Sites internet et réseaux sociaux. Comme le disait tout à l'heure Juliette de Dipsos, 50% des internautes sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc de manière, on va dire, mécanique, les lieux culturels se mettent aux réseaux sociaux. Alors, il est intéressant de noter que 68 lieux culturels, donc soit 45%, annoncent leur présence sur les réseaux sociaux dès la page d'accueil, alors qu'il n'était que 42 à le faire en 2011. Donc non seulement ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils l'annoncent. Alors, présence des musées et lieux culturels sur les réseaux sociaux, pas de surprise. Facebook est évidemment la plateforme la plus utilisée par les lieux culturels, puisque 100 lieux sur 150 sont sur Facebook. Alors, tous ces chiffres sont datés du 31 décembre 2011, et le chiffre est aujourd'hui supérieur, puisqu'on doit être à 120 lieux maintenant qui sont sur les réseaux sociaux. Et Twitter, pardon, connaît une forte progression, puisque 38%, plus de 38% des lieux culturels sont sur Twitter. L'autre plateforme qui se porte bien est la plateforme Dailymotion, qui montre le poids de la vidéo et le rôle joué par la vidéo dans la promotion des lieux culturels. Alors, on va passer ça je ne vais pas m'éterniser sur ces slides. Alors, petit classement lieux culturels sur Facebook. Mais on en avait parlé sur le site du CLIC, et vous retrouverez ces données aussi en ligne. Encore une fois, ce sont les chiffres du 31 décembre 2011. Application mobile. Alors, on en avait largement parlé l'année dernière, puisque c'était un peu le thème fil rouge de la journée de 2011. En 2012, 21% des lieux interrogés disposent d'une application mobile.
contre 13% en 2011, pardon. Alors, caractéristiques des applications mobiles. Donc, on a identifié 31 applications mobiles au 31 décembre 2011. 31 sont sur iPhone, iPad. Et 10 étaient sur Android, BlackBerry ou Windows. Donc, à ce jour, aucun lieu culturel n'a fait le pari intégral de l'Android en lançant son application que sur Android. Cela étant, ce serait un pari un peu risqué vu le parc en France. 23 applications sont gratuites, donc 75%. Le chiffre était plus important l'année dernière. Donc on assiste à une montée un peu en puissance des applications payantes. Et le prix moyen des 8 applications payantes que l'on a identifiées était de 2,75 €. Voilà, donc ça c'est, je suis désolé d'avoir été assez vite. L'étude, donc réalisée par les étudiants de l'EAC, que je remercie encore, et coordonnée par Marine, et que vous trouverez donc en ligne dès cet après-midi ou demain. Je ne vais pas prendre de questions. Bah, si, je vais prendre une question. Je vais me mettre en danger. Je vais prendre une question. Si vous avez une question sur l'étude, il y en a une. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais savoir si on avait des chiffres concernant des institutions culturelles qui auraient privilégié l'appli mobile, la web app. Alors, on n'a pas étudié, c'est un point qu'on fera qu'on ajoutera pour l'étude de 2013, effectivement le phénomène des web apps. Par contre, on a essayé, pour tout vous dire, de faire un dossier sur le site du CLIC sur le sujet, et on avait réussi à identifier 8 ou 10 lieux culturels qui avaient des web apps. Donc on est sur un phénomène nouveau, mais qui va inévitablement progresser, puisque c'est aujourd'hui à peu près le seul moyen pour avoir un service qui soit multiplateforme sans se lancer dans des coûts d'adaptation de l'application iOS vers l'environnement Android. Donc c'est une bonne question, monsieur du 104, et on va s'y pencher. Et si vous avez déjà fait des choses en matière de web app, on est preneur d'informations et de retours d'expérience. Monsieur Gonzague. Alors j'ai oublié de parler de nos amis, de nos autres amis qui tweetent aussi dans la salle. Donc il y a Monsieur Gonzague qui va prendre la parole, il y a Monsieur Sébastien et il y a Monsieur Yves Armel, qui doivent être tous les trois déjà là. Et il y a Madame Clélia. C'est bien, on se parle entre nous avec nos prénoms, on est très amicaux. Ah oui, parce qu'on s'est dit on n'était pas la sécurité sociale, donc on mettait en avant le prénom, pas le nom. Moi j'avais une question pour savoir s'il y avait une distinction qui était faite entre les apps payantes. Tu dis qu'il y a une progression importante des apps payantes par rapport au site internet. Est-ce qu'effectivement les institutions qui présentent des apps payantes présentent aussi des fonctionnalités payantes sur leur site internet, et si oui, est-ce qu'il y a une différence de contenu? Non, alors il y a peu de contenu payant sur les sites internet à ce jour. Je dirais même qu'il n'y en a quasiment pas. Et clairement, dans les applications, il y a deux types d'applications qu'on peut dégager sur l'observation qu'on peut faire. On va dire les applications vitrines qui sont gratuites à 99,99%. Et on va dire les applications audio guide ou les applications exposition événementielles qui sont, elles, les seules qui sont aujourd'hui payantes. Et donc sur le seul cas, je cherche des cas de contenu payant sur les sites internet, même en cas de téléchargement. Oui, il y a quelques cas où l'audio guide est en téléchargement payant sur des sites, mais c'est vraiment, on ne l'a pas étudié, on n'a pas fait le calcul, mais c'est très peu de sites internet. Est-ce que ça répond à ta question, Gonzague? Ouf. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand je ne vous vois pas? Bonjour, Florelle de Beaux-Arts Magazine.
Je voulais savoir si vous aviez des chiffres, des études qui ont été menées sur des mini-sites d'exposition, sur l'intérêt de... Vous me faites plaisir, Florel. C'est mon dada. Alors, on n'a pas étudié pour la bonne raison que très peu de musées en France font des sites événementiels. Ce qui est assez étonnant parce que je dirais que c'est quasiment une caractéristique française quand on regarde ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis. Et à chaque fois qu'on interroge les musées à ce sujet, on nous dit toujours il n'y a pas le budget pour faire un site événementiel et ça coûte cher. Ou c'est pas la politique du site de faire, on va dire, des micro-sites au sein du site et qu'on préfère avoir un site, on va dire, portail, mais sans donner de spécificité ni graphique, ni navigationnelle, ou ni en termes de contenu à des mini-sites d'exposition. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un grand regret, parce que je pense que c'est un bon outil de communication. Et on en parlera dans la dernière table ronde de la journée sur les modèles économiques. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on fait venir maintenant des sponsors, des mécènes, pardon, pour des expositions, le prolongement naturel du mécénat pour une exposition devrait être que le mécène devrait aussi mécéner un site de l'exposition, qui permet aussi de donner une deuxième vie à l'exposition lorsque l'exposition se fait. Bon, je pense qu'il y a plein d'arguments. Et encore une fois, on a très peu de cas de sites événementiels. Alors, quand on parle de site, enfin de mon côté, le site événementiel, c'est vraiment le site avec un habillage propre, des contenus riches, des fonctions type blog, etc., et qu'on retrouve souvent dans les pays anglo-saxons. Mais vous avez peut-être, vous, des exemples de mini-sites événementiels La Cinémathèque, je trouve, a pas mal Oui. de mini-sites Tout à fait. qui sont intéressants. Oui. Je suis assez d'accord avec vous. Je cherche un autre exemple. Oui. La BNF. Exactement. Tout à fait. Je vous décernerai une médaille, la BNF, oui. Volontiers. Oui, Mais on rajoutera cette question aussi l'année prochaine. une question que Roland Topalian a pareil. Je voudrais savoir si l'an prochain, on pourrait avoir une idée du nombre de musées qui proposent des postes-visites de leurs expositions sur le web après la visite, dans les études que tu fais. Alors, Roland, c'est un très beau sujet. Alors, le souci, quand on rajoute des questions, c'est qu'on ne veut pas non plus que le baromètre soit à zéro. Et dans le cas que je connais ton intérêt pour le sujet, intérêt que je partage, il y a quand même très peu de cas de musées qui traitent le sujet de la post-visite, même si beaucoup de musées réfléchissent à la manière de le traiter. Donc je ne sais pas si ça mérite de rajouter une question, mais dans tous les cas, ça mérite de creuser, d'écrire des articles ou d'écrire un dossier, ou que tu écrives une contribution sur le site du CLIC sur le sujet. Mais sauf avis de ta part, je ne suis pas sûr que le pourcentage serait extrêmement, important. Non, enfin, on voit que ça se développe, notamment en Angleterre, ça existe, Oui. en Norvège, ça existe. Il y a voilà. Donc, faire une veille là-dessus, c'est pas non plus évident. La veille, on l'a fait, par contre. Sur le site, on essaie de suivre cette problématique de la post-visite. Mais... C'était l'objet de ma question. D'accord, ok, pardon. Je pensais que tu voulais rajouter une question sur le baromètre. Pardon. La veille. Merci. Ok, bon, une dernière question et on prendra d'autres questions après à ce moment-là. Bonjour, Laurent Hérichet, Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je me pose des questions sur les statistiques de consultation des clips vidéo réalisés à l'occasion d'expositions que l'on trouve sur Dailymotion et YouTube. Il semblerait quand même que l'impact soit assez réduit compte tenu de ces statistiques de consultation qui sont très, très faibles en général, sauf peut-être exception pour des grandes expositions. Alors, je ne peux pas parler globalement, mais sur la chaîne Culture TV, on a posté, alors on ne poste pas les vidéos, mais on met en avant des vidéos qui sont postées par les 50 musées qui
qui participent à la chaîne Culture TV. On a eu sur certaines expositions, et je pense notamment à la Fondation Cartier, qui a eu des très fortes audiences sur Dailymotion, sur des contenus vidéo qui étaient des contenus forts. Alors moi je ne suis pas convaincu qu'en mettant une bande-annonce un peu bricolée, on arrive à avoir de l'audience et du clic, mais la bande-annonce que je voulais vous montrer tout à l'heure, qui est une petite création, on voyait sur l'outil, le compteur Google, YouTube ou Dailymotion que c'était assez regardé. Et les Américains, par exemple, sur les mini-sites, mettent maintenant systématiquement pas seulement les bandes annonces, mais aussi des interviews du conservateur ou du commissaire de l'exposition, de l'artiste, des micro-trottoirs à la sortie de l'exposition. Donc on rejoint l'idée de post-visite. Donc je pense qu'il y a aussi un effort de créativité ou d'imagination à avoir sur la vidéo. Il ne s'agit pas non plus de faire des vidéos qui n'auront aucun intérêt ou qui ne seront pas extrêmement attractives. Mais quand on parle avec les Anglais ou avec les Américains, eux croient beaucoup à l'impact de la vidéo, notamment parce que la vidéo est un des contenus qui fait le plus l'objet de dissémination virale ensuite sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que 30%, je crois, de l'audience de YouTube se fait aujourd'hui grâce à Facebook. Donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir votre contenu disséminé sur les réseaux sociaux si vous mettez une vidéo que si vous postez un texte ou une photo. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Et dans le cas de dissémination, la mesure de l'audience vidéo est beaucoup plus difficile parce qu'il ne faut pas seulement mesurer le compteur de Dailymotion ou de YouTube.